Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst naît le 21 avril 1729 à Stettin, en Prusse. Rien ne la prédestinait à régner sur le plus vaste empire du monde. Son père était un prince allemand, sans fortune, un officier de rang modeste au service du roi de Prusse. La petite Sophie grandissait dans l'obscurité d'une petite principauté allemande quand le destin frappa à sa porte. L'impératrice Élisabeth Ier de Russie cherchait une épouse pour son neveu Pierre, héritier désigné du trône. Sophie, jolie et bien faite selon les témoignages de l'époque, attira l'attention grâce aux relations de sa mère avec les cours européennes. En 1744, à seulement 14 ans, elle fut convoquée en Russie pour rencontrer son futur époux. Le choc fut brutal. Pierre Ulrich, petit-fils de Pierre le Grand, était tout sauf un prince charmant. Limité intellectuellement, il méprisait tout ce qui était russe et ne cachait pas son admiration démesurée pour la Prusse et Frédéric II. Mais Sophie n'était pas femme à reculer devant un mariage malheureux. Elle comprit rapidement que la Russie lui offrait une opportunité que sa petite Allemagne natale ne pourrait jamais lui donner. Le pouvoir. Elle se convertit à l'orthodoxie avec un zèle qui impressionna toute la cour, apprenant le russe avec acharnement et adoptant les coutumes locales. Le 21 août 1745, elle épousait Pierre sous le nom de Catherine Alexeyevna. Elle avait 16 ans et venait de signer un contrat qui transformerait sa vie en cauchemar. Les premières années de mariage se révélèrent pires que tout ce qu'elle avait imaginé. Pierre la brutalisait, jouait du violon en pleine nuit pour la torturer, buvait dès le matin et la ridiculisait publiquement. Il préférait jouer avec des soldats de plomb plutôt que de remplir ses devoirs conjugaux. Catherine se retrouvait rejetée, humiliée, écartée de la cour par un mari qui ne la touchait pas. 8 années passèrent sans qu'elle tombe enceinte. L'impératrice Élisabeth commençait à s'inquiéter sérieusement. L'Empire avait besoin d'un héritier. Face à cette situation catastrophique, Élisabeth prit une décision extraordinaire. Elle suggéra elle-même à Catherine de prendre un amant. L'ordre venait d'en haut, sanctionné par l'impératrice régnante. Catherine n'avait plus qu'à choisir. Le choix se porta sur Sergueï Saltykov, surnommé le Beau Serge. Jeune officier au physique avantageux, il fut littéralement désigné pour séduire la grande duchesse. Catherine, qui avait alors 23 ans, succomba rapidement. Après des années de solitude et d'humiliation, elle découvrait enfin la passion. Lors d'une partie de chasse, Sergueï lui proposa une promenade en tête-à-tête. Sur la plage, ils s'embrassèrent pour la première fois. Catherine faillit céder entièrement ce jour-là, mais se retint au dernier moment. La culpabilité? La peur? On ne sait pas. Mais quand le chancelier Bestoujev raconta à l'impératrice Élisabeth comment Sergueï était fou d'amour pour Catherine, décrivant leurs sentiments comme sincères et purs, Catherine finit par succomber. La nature suivit son cours. Catherine tomba enceinte. Malheureusement, pendant un voyage entre Saint-Pétersbourg et Moscou, elle fit une fausse couche. Le traumatisme ne l'empêcha pas de remettre ça quelques mois plus tard. Le 20 septembre 1754, elle donnait naissance à Paul, officiellement reconnu comme fils de Pierre, mais que tout le monde savait être l'enfant de Saltykov. Pierre lui-même ne se faisait aucune illusion. Il confia dans une lettre « Dieu seul sait d'où ma femme est tombée enceinte. Je ne sais pas si cet enfant est le mien et si je dois le reconnaître. » Mais l'impératrice Élisabeth trancha. Paul était l'héritier. On arracha l'enfant à Catherine dès sa naissance. Elle ne le revit que 40 jours plus tard. Mère et fils ne s'entendraient jamais. Quelques mois après l'accouchement, Saltykov fut envoyé en Suède comme ambassadeur. Catherine pleura pendant des mois. Elle avait découvert l'amour et on le lui arrachait brutalement. Mais cette première liaison lui avait enseigné une leçon fondamentale. Elle pouvait prendre ce qu'elle voulait et personne ne pouvait vraiment l'en empêcher. En 1756, un jeune Polonais débarqua à Saint-Pétersbourg dans l'entourage de l'ambassadeur anglais Williams. Stanislas Poniatowski avait tout pour séduire. Beau, cultivé, raffiné, Catherine, toujours mariée au répugnant Pierre, ne résista pas longtemps. Leur liaison fut passionnée mais dangereuse. En 1757,
Catherine donna naissance à une petite fille, la princesse Anne. La paternité de Poniatowski ne faisait aucun doute pour personne. Pierre refusa même de reconnaître l'enfant officiellement. La petite Anne mourut en bas âge, emportant avec elle les preuves vivantes de cette liaison scandaleuse. Contrairement à Saltykov, Poniatowski entretenait avec Catherine une véritable complicité intellectuelle. Ils discutaient politique, philosophie, réforme. Ces conversations nourrirent l'ambition politique de Catherine et forgèrent sa vision d'un despotisme éclairé. Mais comme pour Saltykov, l'impératrice Élisabeth finit par contraindre Poniatowski à quitter la Russie. Catherine était dévastée, mais elle ne pouvait rien faire. Ce départ ne marqua cependant pas la fin de leur relation. Des années plus tard, devenue impératrice, Catherine plaça Poniatowski sur le trône de Pologne. En 1764, il devint roi sous le nom de Stanislas II Auguste. C'était un cadeau royal. Elle offrait littéralement un royaume à son ancien amant. Mais cette générosité avait un prix. Stanislas devait maintenir la Pologne sous domination russe. Il fut un roi marionnette, prisonnier de l'amour qu'il portait encore à Catherine. En 1760, un officier de la garde fit son entrée dans la vie de Catherine et bouleversa l'histoire de la Russie. Grigori Orlov n'était pas seulement beau et viril, c'était un homme d'action, ambitieux, avec une influence considérable dans l'armée. Il avait 4 frères tout aussi déterminés que lui, et ensemble, ils formaient une force redoutable. Catherine, alors âgée de 31 ans, tomba éperdument amoureuse. Mais cette liaison était différente des précédentes. Orlov ne se contentait pas d'être un amant. Il avait un plan. Pierre venait d'accéder au trône en janvier 1762 sous le nom de Pierre III, et en 6 mois, il avait réussi à se mettre à dos tout le monde, l'armée, l'Église, la noblesse. Le nouveau tsar commit l'erreur fatale de retirer la Russie de la guerre contre la Prusse, rendant même des territoires durement conquis. Des milliers de soldats russes étaient morts pour rien. L'armée était furieuse. Orlov, qui entretenait toujours sa liaison avec Catherine, vit là une opportunité historique. Il convainquit ses frères et d'autres officiers, il fallait renverser Pierre III et placer Catherine sur le trône. Le 28 juin 1762, au matin, Alexeï Orlov, le frère le plus brutal de Grigori, un homme au visage balafré et à la réputation terrifiante, réveilla Catherine dans son palais de banlieue. « Madame, leur dit-il, aujourd'hui nous prenons le pouvoir ou nous serons pendus. » Le complot avait été découvert. Il fallait agir immédiatement. Catherine s'habilla à la hâte et monta dans une voiture avec Alexeï. Alors qu'ils quittèrent le palais, un garde costaud sauta à l'arrière du véhicule. C'était un certain Grigori Potemkin, 22 ans, fils d'un obéro de Smolensk venu tenter sa chance dans la capitale. Ce jeune homme allait transformer le destin de l'Empire, mais pour l'instant, il n'était qu'un garde parmi d'autres. Catherine marcha sur Saint-Pétersbourg avec une centaine de soldats et les frères Orlov. Les autres régiments, voyant que la garde impériale suivait Catherine, se joignirent au mouvement. Quand elle arriva dans la capitale, la foule l'acclama. Le clergé et le Sénat la reconnurent immédiatement comme impératrice. Pierre III, lâché par tous, fut arrêté et assigné à résidence à Ropcha. On l'obligea à signer son acte d'abdication. Il avait régné 6 mois. Le 17 juillet 1762, Pierre III mourut étranglé dans des circonstances troubles. Alexeï Orlov était probablement l'assassin, même si Catherine affirma toujours n'avoir donné aucun ordre en ce sens. Le 22 septembre 1762, elle était couronnée impératrice de toutes les Russies sous le nom de Catherine II. Grigori Orlov pensait logiquement que Catherine allait l'épouser. Après tout, il venait de lui offrir un empire sur un plateau. Mais Catherine était plus intelligente que cela. Elle refusa net. Un mariage avec Orlov aurait créé trop de jalousie et fragilisé sa position. Elle lui offrit plutôt des richesses, des honneurs, du pouvoir, mais pas le titre d'empereur. Leur liaison dura 10 ans. Catherine eut même 2 enfants illégitimes avec lui, Nathalie en 1758 et Alexeï Grigorievitch Bobrinsky en 1762, né en secret juste avant le coup d'État. Mais en 1772, Catherine décida de rompre. Orlov fut remercié avec une fortune colossale
et envoyé en voyage prolongé à l'étranger. Il ne se remit jamais vraiment de cette séparation et mourut seul en 1783. Après avoir écarté Orlov, Catherine prit brièvement comme amant Alexandre Vassiltchikov, un officier sans grande envergure. La relation dura 2 ans, de 1772 à 1774. Vassiltchikov était beau, mais ennuyeux. Catherine s'en lassa rapidement. Elle cherchait quelque chose de plus, quelqu'un qui pourrait être son égal intellectuellement et politiquement. Au début de l'année 1774, elle se souvint de ce jeune garde qui avait sauté dans sa voiture le jour du coup d'État. Grigori Potemkin avait maintenant 35 ans. Il avait fait une brillante carrière militaire dans la guerre contre les Turcs et s'était distingué par son courage au combat. Mais il avait perdu un œil dans un duel, ce qui lui donnait un aspect mystérieux et inquiétant. Potemkin n'était pas conventionnellement beau comme les précédents amants de Catherine. Il était grand, robuste, avec un seul œil et un caractère volcanique. Mais il possédait une intelligence fulgurante, une culture immense et une ambition sans limite. Quand Catherine le fit revenir à la cour, ce fut le coup de foudre. Pour l'un et pour l'autre, leur liaison commença dans la passion absolue. Catherine, qui avait 45 ans, découvrait un homme capable de lui tenir tête, de la contredire, de la défier intellectuellement. Potemkin n'était pas un favori docile. Il était jaloux, emporté, exigeant. Il voulait tout, l'amour de Catherine, le pouvoir, la reconnaissance. Et Catherine lui donna tout. Le 19 juin 1774, selon plusieurs sources historiques, ils se seraient mariés en secret dans une petite église de Saint-Pétersbourg. Aucune preuve formelle n'existe, mais de nombreux contemporains affirmaient que le mariage avait bien eu lieu. Catherine elle-même s'adressait à Potemkin dans ses lettres en utilisant des termes qui suggéraient une union maritale. Mais officiellement, elle ne pouvait pas épouser un homme d'une telle différence de rang social. Potemkin n'avait pas de sang royal dans les veines. En 1775, Catherine donna naissance à une fille, Elisabeth Temkina, que tout le monde considérait comme la fille de Potemkin. La petite fut élevée en secret et présentée officiellement comme une élève de Potemkin. Catherine et Grigori formaient un couple extraordinaire. Elle régnait sur l'Empire, il conquérait de nouveaux territoires et réformait l'administration. Potemkin possédait un génie politique et militaire exceptionnel. C'est lui qui organisa l'annexion de la Crimée en 1783, une victoire diplomatique et militaire majeure. Catherine le nomma maréchal et lui donna le titre de prince de Tauride. Ensemble, ils élaborèrent le projet grec. Expulser les Turcs d'Europe, reconstruire l'Empire byzantin et placer Potemkin à la tête d'un nouveau royaume de Dacie. Le projet n'aboutit jamais, mais il montrait l'ampleur de leurs ambitions communes. En 1776, leur relation intime prit fin. Les disputes incessantes sur le pouvoir et les jalousies de Potemkin avaient épuisé Catherine. Mais contrairement aux autres amants, Potemkin ne disparut jamais de la vie de l'impératrice. Il resta son principal conseiller, son commandant en chef, son ami le plus proche. Catherine ne prenait aucune décision importante sans le consulter. Plus extraordinaire encore, Potemkin se mit à choisir lui-même les amants de Catherine. Comme Madame de Pompadour avec Louis XV, il comprit qu'en contrôlant la vie sexuelle de l'impératrice, il conserverait son pouvoir politique. Il instaura un système de sélection rigoureux. Les candidats étaient d'abord examinés par un médecin, puis une comtesse testait leur culture et leur performance sexuelle. Si le candidat était approuvé, il devenait le nouveau favori et s'installait au palais dans des appartements luxueux reliés à ceux de Catherine par un escalier secret. Catherine et Potemkin correspondaient quotidiennement. Leurs lettres, conservées, révèlent une complicité extraordinaire. Ils discutaient politique, stratégie militaire, réformes administratives, mais aussi de leurs états d'âme et de leurs angoisses. Quand Catherine tombait dans la dépression, c'était toujours Potemkin qui accourait pour la réconforter. En 1787, Potemkin organisa un voyage triomphal pour emmener Catherine visiter la Crimée nouvellement conquise. Le cortège impérial comptait 3000 personnes, 14 voitures, 124 traîneaux. Catherine voyageait dans une voiture pour 12 personnes tirées par 40 chevaux.
Tout le long du trajet, des tonneaux enflammés éclairaient la route. En Crimée, l'empereur d'Autriche Joseph II se joignit à eux. Catherine passa 12 jours dans la péninsule et fut émerveillée. C'est après ce voyage qu'elle accorda à Potemkin le titre de Potemkin de Tauride. En septembre 1791, Potemkin tomba malade. Catherine, inquiète, lui envoyait lettre sur lettre. « Mes paroxysmes continuent depuis 3 jours. J'ai perdu toutes mes forces et je ne sais pas quand cela finira. » lui écrivit-il. Puis, « Bien-aimée Matouchka, ne plus te voir rend encore plus difficile pour moi de vivre. » Il mourut le 16 octobre 1791 sur la route de Jassy à Nikolaïev. Catherine fut dévastée. Elle avait perdu l'homme de sa vie, celui qui l'avait comprise comme personne d'autre. 2 mois avant sa mort, Potemkin avait organisé une immense fête au palais de Tauride à Saint-Pétersbourg pour célébrer les victoires russes. Les petits-fils de Catherine, dont le futur Alexandre Ier qui vaincrait Napoléon, dansaient ensemble. Potemkin s'était agenouillé devant Catherine, les larmes aux yeux, pour la remercier. Elle l'avait relevé en l'embrassant sur le front. Ce fut leur dernier grand moment ensemble. Après la rupture intime avec Potemkin en 1776, les amants se succédèrent à un rythme soutenu. Catherine avait maintenant un système bien rodé. Chaque favori recevait dès son installation 100 000 roubles, puis 12 000 roubles par mois pour ses dépenses courantes. À leur départ, ils repartaient avec des fortunes, des propriétés, des milliers de serfs. Pierre Zavadovski fut le premier après Potemkin. Choisi par Grigory lui-même, il avait 20 ans de moins que Catherine. Leur liaison dura de 1775 à 1777. Zavadovski était cultivé et Catherine appréciait sa compagnie, mais il manquait de l'envergure de Potemkin. Elle le congédia avec des richesses considérables. Simon Zorich le remplaça de 1777 à 1778. Officier d'origine serbe, il ne resta qu'1 an. Catherine s'en lassa rapidement. Il fut suivi d'Ivan Rimsky-Korsakov, âgé de 20 ans seulement. Le jeune homme possédait un physique d'Apollon, mais une intelligence limitée. La liaison dura de 1778 à 1779. Catherine comprit qu'un beau corps sans cerveau ne l'intéressait pas. Les sujets russes avaient parfaitement conscience de cette succession rapide d'amants. Ils les appelaient les vremenchtchiki, littéralement les éphémères. L'appétit sexuel de la tsarine était connu de tous et souvent exploité à des fins politiques. Les caricatures circulaient dans toute l'Europe, représentant Catherine en nymphomane insatiable. Une caricature française particulièrement cruelle, l'enjambée impériale, la montrait avec une jambe en Russie et l'autre en Turquie, dévorant tout sur son passage. Ces rumeurs contribuèrent à créer une légende noire autour de Catherine. On l'accusa d'avoir couché avec des centaines d'hommes, voire avec des animaux. Ces histoires obscènes n'avaient aucun fondement. Selon l'historien Piotr Bartenev, qui étudia minutieusement sa vie, Catherine eut 23 amants confirmés pendant ses 34 années de règne. Ce n'était pas rien, mais c'était loin des centaines évoquées par la propagande hostile. En 1780, pendant ses vacances d'été à Tsarskoye Selo, Catherine remarqua un jeune officier de 22 ans. Alexandre Lanskoy, surnommé Satchenka, était d'une beauté remarquable. Fils d'un propriétaire terrien de Smolensk sans grande fortune, il servait dans le régiment de cavalerie de la garde. Catherine, qui avait alors 51 ans, fut littéralement subjuguée. Lanskoy fut nommé aide de camp et s'installa au palais d'hiver pendant la semaine sainte de 1780. Mais très vite, Catherine découvrit que ce jeune homme était différent de tous les autres. Lanskoy ne s'intéressait pas à la politique. Il ne voulait pas de pouvoir. Il ne cherchait pas à s'enrichir outre mesure. Il aimait sincèrement Catherine. Le jeune homme était passionné de lecture et d'art. Catherine prit en main son éducation, lui faisant découvrir la philosophie, l'histoire, la littérature. Ils lisaient ensemble, discutaient pendant des heures. Pour la première fois depuis Potemkin, Catherine avait trouvé quelqu'un avec qui elle se sentait véritablement heureuse. Lanskoy faisait preuve d'un tact extraordinaire. Il assistait aux visites officielles, escortait Catherine lors des rencontres avec les souverains étrangers,
comme Joseph II ou Gustave III de Suède, mais il savait rester à sa place. Il évitait les intrigues de cour, ne se mêlait pas des affaires d'État. Les courtisans le respectaient pour sa discrétion et sa gentillesse. Catherine était amoureuse. À 53 ans, elle vivait une idylle qu'elle n'avait jamais connue. Elle écrivit à propos de Lanskoi qu'il était doux, docile et reconnaissant, qu'elle l'éduquait avec plaisir. Mais ce bonheur fut de courte durée. En 1784, Lanskoi tomba de cheval et se blessa à la poitrine. La blessure sembla d'abord bénigne, mais en 5 jours, son état se dégrada brutalement. Il mourut le 25 juin 1784 de diphtérie, à l'âge de 26 ans. Catherine était dévastée. Elle écrivit qu'elle avait cru mourir de chagrin. Des rumeurs circulèrent immédiatement. Certains prétendaient que Lanskoi était mort d'une surdose d'aphrodisiaque que Catherine lui faisait prendre. D'autres accusaient Potemkin, devenu jaloux, de l'avoir empoisonné. Mais les médecins confirmèrent que la diphtérie était bien la cause du décès. Catherine partit avec la sœur de Lanskoi pour Peterhof et ne retourna pas à Tsarskoye Selo cet été-là. Elle fit construire l'église de Kazan de Pouchkine dans les jardins du palais pour y enterrer la famille Lanskoi. Seul Alexandre y repose. Catherine pleura pendant 9 mois. Potemkin dut accourir de ses campagnes militaires pour diriger son rétablissement psychologique. Après le deuil de Lanskoi, Catherine reprit progressivement goût à la vie. En 1784 à 1785, elle eut une brève liaison avec Alexandre Dmitriev Mamonov, parent de Potemkin. Grâce à la générosité de Catherine, il devint l'un des hommes les plus riches de Russie. Mais l'argent et le pouvoir ne lui suffisaient pas. Il tomba amoureux d'une dame de la cour, Daria Shcherbatova, et demanda à Catherine la permission de l'épouser. Catherine fut blessée mais accepta. Elle organisa même leur mariage et leur offrit des cadeaux somptueux. Cependant, elle leur ordonna de quitter Saint-Pétersbourg immédiatement après la cérémonie. Voir le jeune couple heureux lui était insupportable. En juin 1789, Catherine remarqua un nouveau venu à la cour. Platon Zubov, lieutenant dans le régiment des gardes, avait 22 ans. Catherine en avait 60. L'écart d'âge était scandaleux, même pour les standards de l'époque. Mais Catherine était Catherine, et personne n'osait la critiquer ouvertement. Zubov avait été présenté par un parent éloigné, le maréchal Nikolaï Saltykov, qui espérait utiliser le jeune homme pour contrer l'influence de Potemkin. Le 21 juin 1789, grâce à la médiation de la dame d'État Anna Nikitichna Narishkina, Zubov eut une audience spéciale avec l'impératrice. Le soir même, il passa plusieurs heures avec elle. 3 jours plus tard, le 24 juin, Zubov reçut 10 000 roubles et une bague avec le portrait de Catherine. 10 jours après, le 4 juillet, il fut promu colonel et nommé aide de camp de Sa Majesté. Il s'installa au palais dans les appartements luxueux réservés aux favoris. Potemkin ne prit pas cette nouvelle liaison au sérieux. Catherine avait 60 ans et Zubov seulement 22. Le vieux courtisan pensait que la relation ne durerait que quelques semaines. Il se trompait lourdement. En août 1789, Catherine écrivit à Potemkin qu'elle était revenue à la vie après un long hiver, comme le fait une mouche. Elle parlait de son bébé, de son petit homme sombre. Elle informait Potemkin que Zubov pleurait quand on lui refusait l'accès à sa chambre. Zubov établit une emprise extraordinaire sur l'impératrice vieillissante. En 7 ans, il devint comte, puis prince du Saint-Empire romain germanique. Il accumula les titres gouverneur général de Nouvelle-Russie, commandant de la flotte de la mer Noire, membre du collège militaire d'État. Catherine lui conféra des dizaines de milliers de serfs. Tous les contemporains décrivent Zubov comme une personne médiocre, légère, pas très belle et avec un long nez. Il n'avait ni l'intelligence de Potemkin ni la sincérité de Lanskoi. Mais Catherine semblait l'aimer avec des sentiments proches de l'amour maternel. Elle le traitait comme un fils autant que comme un amant. Elle s'occupa personnellement de son éducation, lui enseignant la politique et l'administration. Pendant les années où Zubov régnait en maître, même les sujets les plus futiles passaient par lui. Chaque matin, une foule de quémandeurs s'amassait dans sa chambre
essayant désespérément d'attirer son attention, voire celle de son singe de compagnie. Les vieux généraux préparaient son café. Ses secrétaires s'enrichissaient sur les pots de vin des solliciteurs. Zuboff se montra cruel et corrompu. En 1795 à 1796, il dirigea une persécution atroce contre les prêtres catholiques. L'archevêque métropolitain Rostocky, qui avait refusé de lui verser 6000 pièces d'or, fut particulièrement visé. La plupart de ces malheureux furent obligés d'apostasier pour échapper à l'exil ou à la mort. Paul, le fils de Catherine, méprisait profondément Zuboff. Il voyait bien que ce jeune homme sans mérite ni talent exerçait une influence démesurée sur sa mère. Les tensions entre Catherine et Paul s'aggravèrent considérablement pendant ces années. Catherine envisagea même de déshériter Paul au profit de son petit-fils Alexandre, mais elle n'eut pas le temps de mettre ce plan à exécution. La relation entre Catherine et Zuboff dura jusqu'à la mort de l'impératrice. Le 16 novembre 1796, Catherine se leva comme d'habitude vers 7 heures du matin. Elle but son café puis se rendit aux toilettes. Elle y resta plus longtemps que d'habitude. Quand on la découvrit, elle était effondrée sur le sol, victime d'une attaque cardiaque. Elle mourut le lendemain, le 17 novembre 1796, à l'âge de 67 ans. Zuboff fut anéanti. Pendant 10 jours, il se cacha chez sa sœur Olga, au bord de la folie. Le 11e jour, le nouvel empereur Paul Ier lui rendit visite. Il but à sa santé et lui souhaita autant d'années de prospérité qu'il y a de gouttes dans ce verre. Puis il le destitua de ses 36 postes officiels, le dépouilla de ses domaines et lui conseilla fortement de quitter la Russie. Zuboff voyagea en Europe pendant le règne de Paul, où on le montrait comme une curiosité, l'ancien amant de la grande Catherine. À Teplitz, il tomba amoureux de la comtesse de la Roche-Aymon. Il demanda ensuite en mariage la princesse de Courlande, qui refusa. Après un obscur duel qui résulta en la mort du chevalier de Saxe, cousin de Louis XVI, Zuboff se retira dans son château de Rundal, en Courlande. Mais l'histoire de Zuboff ne s'arrêta pas là. En 1801, il devint l'un des chefs de la conspiration qui aboutit à l'assassinat de Paul Ier. Dans la nuit du 23 mars 1801, Zuboff et son frère Nicolas entrèrent dans la chambre du tsar au château Mikhailovski. Paul fut étranglé. Le fils d'Alexandre monta sur le trône sous le nom d'Alexandre Ier. Zuboff vécut ensuite retiré du monde dans son château. Il termina ses jours totalement isolé, tyrannisant ses serfs avec une cruauté sans limite. Il mourut le 7 avril 1822 à l'âge de 54 ans, laissant 2 fils officiers. Catherine avait organisé sa vie amoureuse comme elle administrait son empire, avec méthode et efficacité. Le processus de sélection était rigoureux et impliquait plusieurs étapes. D'abord, un candidat devait attirer l'attention de Catherine ou être recommandé par quelqu'un de confiance, généralement Potemkin, après 1776. Le candidat passait ensuite un examen médical complet. Le médecin de la cour, John Rogerson, vérifiait l'état de santé général du jeune homme et surtout l'absence de maladies vénériennes. La syphilis ravageait l'Europe à cette époque, et Catherine ne prenait aucun risque. Si l'examen médical était concluant, venait l'étape la plus singulière, le test de la comtesse. Anna Protasova, puis après elle, la comtesse Olga Djerebtsova, avaient pour mission de tester les capacités sexuelles du candidat. Ces dames de compagnie de Catherine couchaient avec le prétendant et rédigeaient un rapport détaillé sur ses performances au lit. Elles évaluaient également sa culture, ses manières, sa conversation. Si le rapport était favorable, le candidat rencontrait enfin Catherine. Un essai en chambre avait lieu. Si l'impératrice était satisfaite, le jeune homme s'installait dans les appartements du favori, reliés à ceux de Catherine par un escalier dérobé. Il recevait immédiatement 100 000 roubles et des cadeaux somptueux. Chaque mois, le favori touchait 12 000 roubles pour ses dépenses personnelles. C'était une fortune colossale. À titre de comparaison, un ouvrier gagnait environ 100 roubles par an. Le favori recevait également des terres, des serfs, des palais. Quand Catherine se lassait de lui, elle le congédiait avec des richesses qui lui permettaient de vivre dans le luxe jusqu'à la fin de ses jours. Ce système permettait à Catherine de satisfaire ses besoins affectifs et sexuels tout en gardant le contrôle absolu. Aucun favori ne pouvait prétendre au pouvoir suprême. Ils étaient des employés bien payés, rien de plus.
Seul Potemkin échappa à cette règle parce qu'il possédait un génie politique qui le rendait indispensable. Les ennemis de Catherine, et ils étaient nombreux, exploitèrent sa vie sexuelle pour la discréditer. Frédéric II de Prusse, pourtant son allié, répandait des rumeurs salaces sur elle. Les cours européennes bruissaient de récits obscènes. On racontait qu'elle avait couché avec des centaines d'hommes, qu'elle organisait des orgies, qu'elle pratiquait la zoophilie. La rumeur la plus persistante prétendait que Catherine était morte en tentant de copuler avec un cheval. Cette histoire totalement fausse circule encore aujourd'hui. En réalité, Catherine était morte d'une attaque cardiaque sur sa chaise percée, entourée de médecins et de domestiques. Rien de sexuel là-dedans. D'autres histoires affirmaient qu'elle possédait une collection de meubles érotiques, notamment une table ornée de sculptures phalliques. Ces rumeurs furent lancées par les Français pendant la Révolution pour ridiculiser les monarchies européennes. Aucune preuve matérielle n'a jamais été trouvée. La vérité est plus prosaïque. Catherine eut environ 23 amants officiels en 34 ans de règne. C'est moins qu'Auguste II de Pologne qui eut plus de 300 maîtresses, moins que Louis XV et ses centaines de conquêtes, moins que bien des rois de l'époque. Mais Catherine était une femme, et une femme au pouvoir qui assumait sa sexualité était intolérable pour ses contemporains. Les caricatures françaises la représentaient en monstre lubrique. Les pamphlets anglais la décrivaient comme une nymphomane. Les Prussiens ricanaient sur ses jeunes amants. Mais tous ces pays commerçaient avec elle, négociaient avec elle, la craignaient. La propagande servait à masquer l'impuissance politique face à cette femme qui dominait l'Europe. Catherine eut au moins 5 enfants, dont 3 seulement vécurent jusqu'à l'âge adulte. Paul, officiellement fils de Pierre III, mais probablement fils de Saltykov, devint empereur après la mort de Catherine. Leur relation fut catastrophique. Catherine détestait son fils qu'elle trouvait faible et incompétent. Elle envisagea sérieusement de le déshériter au profit de son petit-fils Alexandre. Anne, la fille de Poniatowski, mourut en bas âge. Catherine en fut affectée mais pas dévastée. Elle n'avait jamais eu le temps de s'attacher à l'enfant. Alexei Grigorievitch Bobrinsky, fils de Grigori Orlov, naquit en avril 1762, 2 mois avant le coup d'État. Catherine accoucha en secret et confia immédiatement l'enfant à des nourrices. Le bébé fut élevé loin de la cour sous le nom de Bobrinsky. Catherine le fit comte en 1796, juste avant sa mort. Alexei vécut jusqu'en 1813 et fonda une lignée aristocratique qui existe encore aujourd'hui. Élisabeth Temkina, fille présumée de Potemkin, naquit en 1775. Catherine ne reconnut jamais officiellement sa maternité, mais s'occupa de l'éducation de la petite. Élisabeth fut présentée comme une pupille de Potemkin. Elle épousa un général et vécut discrètement. Elle mourut en 1854 à l'âge de 79 ans. Nathalie Alexeyevna, autre fille possible d'Orlov ou de Potemkin, mourut jeune. Les sources sont confuses sur cet enfant dont l'existence même est débattue par les historiens. Catherine ne fut jamais vraiment une mère. Ses enfants lui furent arrachés à la naissance ou élevés loin d'elle. Elle reporta son affection maternelle sur ses petits-fils Alexandre et Constantin. Alexandre, qui devint tsar en 1801, fut son préféré. Elle supervisa personnellement son éducation et en fit un prince éclairé, admirateur des Lumières et des réformes. C'est lui qui vaincrait Napoléon en 1812. Au-delà de sa vie amoureuse tumultueuse, Catherine fut l'un des plus grands souverains de l'histoire russe. Elle régna 34 ans et transforma la Russie en grande puissance européenne. Sous son règne, l'Empire s'agrandit de plus de 500 000 km². Elle annexa la Crimée, une partie de la Pologne, des territoires en mer Noire. Elle fonda plus de 140 villes nouvelles. Elle créa le système d'éducation publique. Elle ouvrit le premier hôpital public de Russie. Elle fit vacciner les Russes contre la variole, commençant par elle-même pour montrer l'exemple. Elle réforma l'administration, la justice, l'économie. Catherine correspondait avec Voltaire, Diderot, d'Alembert. Elle se voyait comme une despote éclairée, appliquant les principes des Lumières à son vaste empire. Elle acheta la bibliothèque de Diderot et lui versa une pension jusqu'à sa mort. Elle invita le philosophe en Russie et discuta avec lui pendant des heures de politique et de philosophie.
Mais Catherine était aussi une autocrate impitoyable. Elle écrasa brutalement la révolte de Pougatchev en 1773 à 1775. Ce cosaque se faisait passer pour Pierre III miraculeusement ressuscité et promettait la liberté aux serfs. Des dizaines de milliers de paysans le suivirent. Catherine envoya ses armées. La répression fut sanglante. Pougatchev fut capturé, torturé et décapité publiquement à Moscou. Catherine renforça également le servage au lieu de l'abolir. Les serfs russes vivaient dans des conditions proches de l'esclavage. Ils appartenaient corps et âme à leurs maîtres qui pouvaient les vendre, les punir, les violer. Catherine distribua des centaines de milliers de serfs à ses favoris et à la noblesse qui la soutenait. Elle transforma des millions de paysans libres en serfs. À la fin de son règne, plus de la moitié de la population russe était servie. Cette contradiction entre les idéaux des Lumières et la réalité brutale du despotisme caractérisait tout son règne. Catherine parlait de liberté, mais gouvernait par la terreur. Elle admirait Voltaire, mais exilait ou emprisonnait ceux qui critiquaient son pouvoir. Elle lisait Montesquieu, mais concentrait tous les pouvoirs entre ses mains. Dans les dernières années de sa vie, Catherine voyait son corps décliner, mais son esprit restait vif. Elle continuait à travailler 14 heures par jour, se levant à 6 heures du matin et enchaînant audiences, conseils, correspondances. Elle lisait toujours énormément, écrivait des pièces de théâtre, des mémoires. Sa relation avec son fils Paul se détériorait chaque jour davantage. Paul, qui attendait le trône depuis des décennies, devenait de plus en plus amer et instable. Il haïssait sa mère et tout ce qu'elle représentait. Il admirait la Prusse et le militarisme, alors que Catherine incarnait les Lumières françaises. Il vivait reclus dans son château de Gatchina, préparant le jour où il prendrait le pouvoir et détruirait l'héritage de sa mère. Catherine envisageait sérieusement de le déshériter. Elle avait fait rédiger un manifeste désignant son petit-fils Alexandre comme héritier direct. Mais elle hésitait. Déshériter Paul risquait de provoquer une guerre civile. Les partisans de Paul dans l'armée et la noblesse ne l'accepteraient jamais. Catherine temporisait, espérant peut-être mourir avant d'avoir à prendre cette décision terrible. Le 16 novembre 1796, elle se réveilla comme d'habitude vers 7 heures. Elle but son café et commença sa journée. Vers 9 heures, elle se rendit dans son cabinet de toilette. Les minutes passèrent. Une demi-heure. 1 heure. Ses domestiques commencèrent à s'inquiéter. Ils frappèrent à la porte. Pas de réponse. Quand ils ouvrirent, ils trouvèrent Catherine effondrée sur le sol, inconsciente. Son visage était violacé, sa respiration laborieuse. On la transporta dans sa chambre et on appela les médecins. Ils diagnostiquèrent une apoplexie, ce qu'on appellerait aujourd'hui un accident vasculaire cérébral massif. Catherine agonisa pendant 20 heures. Elle ne reprit jamais connaissance. Paul, prévenu immédiatement, accourut à son chevet. Il resta là, attendant que sa mère meure enfin pour pouvoir régner. Dans la pièce voisine, Zubov pleurait. Potemkin était mort 5 ans plus tôt. Les autres amants avaient été dispersés aux 4 coins de l'Empire. Catherine mourut le 17 novembre 1796 à 6h45 du soir. Elle avait 67 ans et avait régné 34 ans. Paul devint immédiatement empereur. Sa première action fut de faire exhumer le corps de Pierre III, mort depuis 34 ans, et de l'exposer à côté de celui de Catherine. Il voulait montrer que Pierre avait été le vrai souverain légitime et que Catherine n'avait été qu'une usurpatrice. Les funérailles furent grandioses, mais glaciales. Paul ordonna que les anciens amants de Catherine portent le cercueil. Ces vieillards, certains proches de 80 ans, durent porter le lourd cercueil dans le froid de novembre pendant des heures. C'était l'ultime humiliation de Paul envers sa mère. Catherine laissait derrière elle un empire transformé. La Russie était devenue une puissance européenne de premier plan. La population avait doublé, passant de 20 à 40 millions d'habitants. Le territoire s'était considérablement agrandi. L'économie prospérait. Saint-Pétersbourg rivalisait avec Paris et Londres en magnificence. Mais cet héritage glorieux avait un prix terrible. Le servage s'était aggravé. Les paysans croupissaient dans la misère pendant que la noblesse et la cour vivaient dans le luxe le plus extravagant.
Les contradictions du règne de Catherine préparaient les révolutions futures. En 1917, l'empire qu'elle avait bâti s'effondrerait dans le sang et le chaos. Sa vie amoureuse resta dans toutes les mémoires. Les 23 amants, les favoris enrichis, les scandales, tout cela alimenta la légende. Mais Catherine ne s'en excusait jamais. Elle assumait pleinement ses choix. Dans ses mémoires, elle écrivit qu'elle avait eu besoin d'amour et de compagnie, et qu'aucun homme n'avait le droit de la juger pour cela. Elle avait raison. Les rois européens avaient des dizaines de maîtresses, et personne ne les critiquait. Louis XIV avait eu des centaines de conquêtes. Auguste II de Pologne prétendait avoir engendré plus de 300 bâtards. Frédéric II de Prusse était probablement homosexuel et entretenait des jeunes officiers. Mais Catherine était une femme, et c'était impardonnable. Pourtant, elle avait prouvé qu'une femme pouvait régner aussi bien, sinon mieux, qu'un homme. Elle avait transformé la Russie arriérée de Pierre le III en grande puissance. Elle avait survécu à tous les complots, à toutes les trahisons. Elle avait régné 34 ans sans jamais fléchir. Son intelligence politique était exceptionnelle. Elle savait quand être impitoyable et quand être généreuse. Elle comprenait les hommes et savait les manipuler. Potemkin, son grand amour, fut aussi son plus grand collaborateur. Ensemble, ils avaient conquis la Crimée et repoussé les Turcs. Ensemble, ils avaient rêvé de reconstruire l'Empire byzantin. Lanskoi, le seul qui l'aima vraiment pour elle-même et non pour son pouvoir, resta à jamais dans son cœur. 20 ans après sa mort, Catherine gardait son portrait dans sa chambre. Elle n'oublia jamais ce jeune homme qui ne voulait rien d'autre que son amour. Zuboff, le dernier favori, incarnait la décadence des dernières années. Catherine vieillissante s'accrochait à ce jeune homme médiocre parce qu'elle avait peur de la solitude et de la mort qui approchait. Mais même diminuée, même amoureuse d'un fat, elle resta l'impératrice jusqu'au bout. Un aspect peu connu de Catherine concerne sa relation avec les femmes de son entourage. Contrairement à beaucoup de souveraines qui voyaient les autres femmes comme des rivales, Catherine s'entourait de femmes intelligentes et cultivées. Elle en fit ses dames de compagnie, ses confidentes, parfois ses complices. La princesse Ekaterina Dachkova fut son amie la plus proche pendant de nombreuses années. Dachkova avait participé activement au coup d'État de 1762. C'était une femme brillante, féministe avant l'heure. Catherine la nomma présidente de l'Académie des sciences de Russie en 1783, faisant d'elle la première femme au monde à diriger une académie scientifique. Les deux femmes correspondaient régulièrement. Elles discutaient philosophie, science, littérature. Dachkova critiquait parfois ouvertement les décisions de Catherine, ce que l'impératrice tolérait parce qu'elle appréciait cette franchise. Leur amitié se refroidit vers la fin, quand Dachkova désapprouva publiquement la relation de Catherine avec le jeune Zuboff. Maria Perekousikina, une autre dame de compagnie, resta fidèle à Catherine pendant 40 ans. Elle fut témoin de tous les drames, de toutes les joies. C'est elle qui découvrit Catherine effondrée dans son cabinet de toilette le jour de sa mort. Ces femmes formaient un cercle rapproché autour de l'impératrice. Elles lisaient avec elle, jouaient aux cartes, discutaient des affaires de la cour. Catherine trouvait auprès d'elle une complicité différente de celle qu'elle avait avec ses amants. Avec ses favorites, elle pouvait être elle-même, sans les jeux de pouvoir et de séduction qui caractérisaient ses relations avec les hommes. Catherine menait une existence réglée comme une horloge. Elle se levait à 6 heures du matin, parfois plus tôt. Elle buvait son café noir et commençait immédiatement à travailler. Elle lisait les rapports de ses ministres, répondait aux lettres urgentes, préparait les audiences de la journée. À 8 heures, elle recevait ses secrétaires. Ils lui lisaient les dépêches venues de toutes les provinces de l'Empire. Catherine donnait ses instructions, signait les décrets, réglait les problèmes administratifs. Elle possédait une mémoire phénoménale et se souvenait de détails insignifiants mentionnés des mois auparavant. À 10 heures, elle prenait son petit déjeuner, toujours frugal. Du pain, du beurre, parfois du fromage. Elle mangeait peu et rapidement. La nourriture ne l'intéressait pas particulièrement. Elle préférait consacrer son temps au travail. De 10 heures à midi, elle recevait en audience. Ministres, généraux, ambassadeurs défilaient dans son bureau. Catherine écoutait, posait des questions précises, prenait des décisions. Elle ne tolérait pas qu'on lui mente ou qu'on lui cache la vérité.
Ceux qui la trompaient étaient immédiatement disgraciés. L'après-midi était consacré à la correspondance. Catherine écrivait des dizaines de lettres chaque jour. Elle correspondait avec Voltaire, Diderot, Grimm, mais aussi avec des gouverneurs provinciaux, des architectes, des généraux sur le front. Elle rédigeait elle-même ses lettres, dans un français parfait ou en russe selon le destinataire. Le soir, elle dînait vers 5 heures avec ses dames de compagnie et parfois son favori du moment. Le repas était simple. Catherine détestait les grands banquets et préférait les dîners intimes. Après le dîner, elle jouait aux cartes ou se faisait lire des livres par ses dames. Elle se couchait vers 10 heures. Cette routine ne variait presque jamais. Catherine travaillait sans relâche, souvent 14 heures par jour. Elle ne prenait de vacances qu'en été, quand elle se retirait dans son palais de Tsarskoye Selo. Mais même là, elle continuait à travailler, recevant ministres et ambassadeurs. Son favori du moment vivait dans les appartements adjacents aux siens. Un escalier dérobé reliait les 2 chambres. Catherine le recevait généralement après le dîner, pendant 1 ou 2 heures. Puis elle retournait à ses lectures et à sa correspondance. Le sexe occupait une place importante mais non exclusive dans sa vie. 2 siècles après sa mort, Catherine la Grande reste une figure fascinante et controversée. Les historiens débattent encore de son héritage. Était-elle une despote éclairée ou une tyran hypocrite? Une féministe avant l'heure ou une exploiteuse impitoyable? Une grande amoureuse ou une nymphomane? La vérité est qu'elle fut tout cela à la fois. Catherine était une femme complexe, pleine de contradictions. Elle lisait Voltaire mais torturait ses opposants. Elle parlait d'égalité mais renforçait le servage. Elle aimait passionnément mais changeait régulièrement d'amant. Elle rêvait de réforme mais gouvernait en autocrate absolu. Sa sexualité fut instrumentalisée par ses ennemis pour la discréditer. Les rumeurs obscènes sur elle continuent de circuler aujourd'hui. Mais derrière ces ragots se cache une réalité plus banale. Catherine était une femme qui assumait ses désirs et refusait de vivre dans la frustration. Dans une époque où les femmes devaient rester chastes et soumises, elle prenait des amants ouvertement et s'en fichait du qu'en dira-t-on. Cette liberté sexuelle faisait partie de sa stratégie politique. En choisissant elle-même ses favoris, en les contrôlant par l'argent et les honneurs, elle s'assurait qu'aucun homme ne pourrait jamais la dominer. Seul Potemkin échappa à cette règle parce qu'il était son égal intellectuel et politique. Les 23 amants de Catherine ne furent pas des conquêtes au sens moderne. C'étaient des compagnons, des conseillers parfois, des objets de plaisir souvent. Certains comme Lanskoi étaient sincères, d'autres comme Zuboff étaient des opportunistes. Mais tous comprenaient qu'ils servaient au plaisir de l'impératrice et que leur fortune dépendait de sa satisfaction. Catherine mourut comme elle avait vécu, debout, travaillant jusqu'au dernier moment. Elle ne céda jamais, ne s'excusa jamais, ne regretta jamais. Elle fut l'une des rares femmes de l'histoire à régner vraiment, par elle-même, sans père, ni mari, ni fils pour la contrôler. Elle transforma la Russie en grande puissance et marqua son siècle de son empreinte. Sa vie amoureuse tumultueuse ne fut qu'un aspect de son existence extraordinaire. Mais c'est celui qui fascine encore aujourd'hui, parce qu'il révèle une femme libre dans un monde qui n'acceptait pas la liberté féminine. Catherine prit ce qu'elle voulait, aima qui elle voulait, vécut comme elle l'entendait. Et personne, jamais, ne put l'en empêcher.